tout, je remercie Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation. Celle-ci s'inscrit dans le cycle de ces rendez-vous politiques de l'APE organisés depuis peu en partenariat avec les hôtels d'Adresse, comme le disait Nicolas. Au printemps, nous avions reçu Bruno Le Maire et Ségolène Royal. Beaucoup d'autres devraient suivre dans les semaines et mois à venir. Très vite, nous espérons Bernard Cazeneuve et François Fillon. C'est une question de date et d'horaire. Puis Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, et bien d'autres sont pressentis, ils vont l'être, car il faut le dire, l'actualité politique internationale est chaude. Alors, outre la politique intérieure, la menace terroriste, la situation au Proche-Orient, à l'origine de cette vague migratoire sans précédent qui génère quelques balbutiements au sein de l'Europe, il reste le problème de l'immigration dans son ensemble, autant de sujets sur lesquels nous reviendrons et j'espère beaucoup d'autres. Mais votre présence, Marine Le Pen, ce 21 septembre n'est pas l'effet du hasard. Nous sommes au lendemain du lancement de notre campagne pour les régionales, dans ce Nord-Pas-de-Calais élargi à la Picardie, ou enrichi de la Picardie, vous nous le direz. Alors, avant de laisser place aux questions de mes confrères, je voudrais vous demander comment les choses se présentent-elles pour le Front National dans la perspective des régionales. D'abord, merci de votre invitation. Je me rends chez vous toujours avec un grand plaisir. C'est une joie de pouvoir répondre directement aux journalistes de la presse étrangère. Plutôt pas mal, merci. Incontestablement, le Front National est engagé dans une dynamique qui, élection après élection, lui laisse espérer lors des futures régionales, pour la première fois dans son histoire, des gains de région. Le mode de scrutin, il faut bien le dire, est un mode de scrutin qui ne nous prive pas d'une victoire espérée, puisque c'est un mode de scrutin, je vous le rappelle, qui permet à la liste d'arriver en tête au second tour grâce à une prime en termes de sièges, de pouvoir gagner la région. C'est donc une circonstance pour le Front National, un mode de scrutin pour le Front National, qui lui permet d'envisager de gagner un certain nombre de régions. La région Picardie-Nord-Pas-de-Calais, où je suis tête de liste, la région PACA, qui est en quelque sorte le deuxième espoir de gain, mais peut-être d'autres, où nous pouvons créer la surprise. Cet espoir de gain suscite d'ailleurs un véritable bouleversement au sein de la vie politique française, puisque un certain nombre de dirigeants, dont un ministre socialiste anonyme, envisagerait même de fusionner au second tour les listes UMP, enfin les Républicains, et les listes socialistes pour pouvoir faire barrage à ma formation politique. Si cette hypothèse se mettait en œuvre, nous serions donc là dans un gigantesque bouleversement, puisque après la tripolarisation, qui a été la conséquence de la montée du Front National au niveau où il est aujourd'hui, on assisterait, comme je l'ai un tout petit peu annoncé d'ailleurs, à une nouvelle bipolarisation de la vie politique française, avec d'un côté le Front National et de l'autre côté ce que j'ai appelé depuis déjà longtemps l'UMPS. On n'a pas entendu que les Républicains aient répondu positivement à cette appel du pied. Oui et non, puisque M. Le Cerf, par exemple, qui est le chef de file à Lille des Républicains, a fait cette proposition aux socialistes de ma région de fusion. Si je puis me permettre, comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites. Et il est évident que si l'UMP ou le Parti Socialiste, ou si quelques-uns à l'UMP ou au Parti Socialiste analysaient sérieusement cette hypothèse, il me semble assez évident qu'ils ne l'exprimeraient pas avant le premier tour, car ceci risquerait de leur faire perdre une partie non négligeable de leurs propres électeurs. Donc je considère qu'il s'agit toujours d'une hypothèse qui reste sur la table. Bon. En tout cas, hier sur BFM TV, assurait le contraire. Bien. Donc, vous sentez les choses bien pour la PACA, région PACA. Oui, bien sûr que là nous sommes à des niveaux qui sont des niveaux extrêmement hauts.
Et donc, c'est vrai que les deux espoirs de gains les plus importants sont la Picardie Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne. Vous vous fondez sur des sondages qui sont faits à une époque où, si j'ai bien compris hier, d'après le Parisien, un pourcentage important de gens ne savent même pas encore qu'il y a des élections au mois de décembre. Oui, je ne me fonde pas sur les sondages, je me fonde sur les résultats. Les résultats que nous avons pu obtenir aux européennes et les résultats que nous avons pu obtenir aux départementales, en réalité. Et c'est cette analyse des résultats qui nous permettent d'envisager une victoire. Maintenant, vous savez, une élection, par définition, c'est une élection. Donc ça se joue aussi au cours de la campagne. Si une élection était jouée d'avance, ça nous faciliterait parfois les choses. Mais, donc voilà, ce n'est pas les sondages, ce sont les résultats, encore une fois, des européennes et des départementales projetées sur les élections régionales qui nous permettent d'envisager de pouvoir gagner une région pour la première fois dans l'histoire du Front National, ce qu'évidemment j'espère, car il est très important de pouvoir montrer aux Français ce que nous sommes capables de faire. Nous l'avons fait dans les municipalités que nous avons gagnées. Si nous pouvons faire au niveau d'une région, ce sera évidemment un bénéfice pour nous. Bien. Écoutez, est-ce que je pense que nous allons passer directement aux questions? Je pense que nous devons un petit peu scinder les sujets. Si on pouvait commencer par des questions sur la politique intérieure, et après on pourra passer sur l'international. Alors là, je vois une main levée. Est-ce que c'était sur la politique intérieure? Bien, alors, le micro, et merci de vous présenter. Vous levez pour qu'on vous voie bien. Sans problème. Karin Frickenzelle de l'Hebdomadaire allemand Wirtschaftswoche. Donc, vous venez de dire que voilà, vous seriez capable de montrer aux Français dont le Front National soit capable. Donc, j'aimerais par exemple savoir si, dans le cas que vous gagnez la région de Nord-Pas-de-Calais, vous avez déjà des idées en ce qui concerne les dépenses publiques. Comment est-ce que vous aimeriez bien les réduire? Et si voilà, votre réponse est positive, j'aimerais bien savoir comment. Oui, donc c'est vrai que nous sommes engagés à stabiliser la fiscalité, même si elle est extrêmement réduite maintenant dans les régions. La marge de manœuvre des régions en matière de fiscalité est extrêmement réduite, puisque la région n'est plus bénéficiaire que de taxes et elles sont très peu nombreuses. Mais nous sommes engagés à stabiliser cette pression entre guillemets fiscale et de la baisser au cours du mandat. Je parle des dépenses publiques, donc baisser les dépenses publiques, pas la fiscalité. Mais, oui, enfin, pardon, mais pour baisser la fiscalité, il faut baisser les dépenses. Enfin, sauf à avoir recours à l'emprunt, hein, mais ça, l'UMP et le PS le font beaucoup mieux que nous en réalité. Donc, il faut faire des économies pour pouvoir baisser. Donc, les économies, elles se font d'abord par une rationalisation du fonctionnement des régions. Nous sommes les témoins, parfois agacés, de ce que les régions, d'abord, se sont attribuées des compétences de plus en plus importantes, hein, qui vont bien au-delà des compétences qui leur étaient accordées. Et c'est vrai, ont été le siège d'une augmentation assez spectaculaire des fonctionnaires territoriaux. D'ailleurs, la Cour des comptes a, rapport après rapport, condamné en quelque sorte cette explosion des fonctionnaires territoriaux au détriment au passage des fonctionnaires d'État et qui sont la conséquence de la multiplication aussi des structures, régions, communautés de communes, communautés d'agglos, qui en réalité génèrent des dépenses et non pas, comme on nous l'a vendu, des économies, ce qui sera probablement d'ailleurs aussi le cas de la fusion des régions qui, j'en suis convaincu, créera plus de dépenses et non pas plus d'économies. Donc il y a le fonctionnement même de la région. Notamment, on a pu assister à un certain nombre de dérives. On externalise systématiquement en région, alors que précisément, il y a très largement le personnel pour effectuer toute une série de missions en interne, plutôt que de les externaliser. Voilà déjà un poste sur lequel pouvoir faire des économies. Deuxièmement, il y a des compétences que moi, je compte cesser totalement, et je pense notamment à la coopération décentralisée.
Je pense que la politique de coopération est une politique qui doit relever de l'État et non pas des régions, et j'entends donc mettre fin totalement à la coopération décentralisée qui coûte quand même la bagatelle de 3 millions d'euros par an à la région. Je souhaite également une redistribution des subventions qui sont accordées par la région, et notamment en mettant fin aux subventions aux associations communautaristes ces subventions se sont développées au fur et à mesure des années, bien souvent, il faut bien le dire, en raison du clientélisme des exécutifs régionaux qui voyaient dans le financement de communautés le moyen de pouvoir effectuer des électorats, de pouvoir créer des électorats captifs. Je pense également qu'il y a toute une série de mesures assez simples à mettre en œuvre, mais qui n'ont pas été jusqu'à présent. Et je vous donne un exemple, mais je pourrais vous en donner 1000. Hein. La région a par exemple un nombre très considérable de mètres carrés vides qui lui appartiennent, notamment des lycées, qui sont des lycées qui sont inoccupés. Bon, ça ne va pas faire baisser les dépenses, mais au moins ça fera baisser peut-être les dépenses du conseil départemental, puisque nous souhaitons accorder la disposition de ces lycées inoccupés aux conseils départementaux qui manquent d'argent et ont décidé d'arrêter la construction de collèges. Vous voyez, je pense que le contribuable aurait tout à gagner à ce que précisément les différentes institutions puissent se mettre d'accord pour pouvoir effectuer un certain nombre d'économies. Tout cela, toute cette politique-là est susceptible de rationaliser les dépenses du conseil régional et de pouvoir limiter cette inflation systématique auquel on a assisté, non seulement des impôts, mais aussi de l'endettement, car bien souvent, hélas, les conseils régionaux ont tendance à avoir recours à l'emprunt, oubliant que l'emprunt d'aujourd'hui est précisément l'impôt de demain. Frédéric Estelle, BBC World Service. Au Pas-de-Calais, dans la région de Pas-de-Calais, on a ce problème des réfugiés, des migrants plutôt, qui essaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Quelle est votre solution à ce problème? Ma solution, elle est nationale, car la solution est nationale, elle est là, la réalité. La réalité, c'est que tant que nous ne maîtrisons pas nos frontières, nous ne pourrons pas faire cesser l'arrivée ininterrompue de clandestins, soit d'ailleurs qui cherchent à s'installer en France, car il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, soit l'arrivée de clandestins qui cherchent à passer en Grande-Bretagne. Ce qui est certain, c'est que les institutions comme la région Nord-Pas-de-Calais, mais aussi comme un certain nombre de municipalités, ont en réalité, sous prétexte d'aide humanitaire à ces clandestins, créé les conditions d'un appel d'air ininterrompu à l'égard de ces clandestins. C'est ainsi qu'on a construit des centres, puis détruit des centres, puis aujourd'hui on reconstruit des centres, on crée des campements et on subventionne très largement des associations qui sont censées s'occuper des clandestins et qui en réalité, eh bien, peut-être même sans le vouloir, sont des aides aux passeurs. Et il y a ainsi des camps à côté de Calais qui sont financés par des associations elles-mêmes financées par le conseil régional, dans lesquels les passeurs font payer aux migrants des loyers dans ces campements. Bon, on voit bien que cette situation est profondément inadmissible, et moi, en ce qui me concerne, j'arrêterai les subventions à ces associations qui, en réalité, ne viennent pas en aide aux migrants, mais viennent en aide aux passeurs. Juste pour continuer ça, est-ce que vous considérez aussi qu'il y a quand même un appel d'air venant de Grande-Bretagne, où il y a aussi beaucoup de subventions à ces nouveaux arrivés? Oui, probablement, mais ça n'est pas à moi de décider de la politique qui doit être mise en œuvre en Grande-Bretagne. Vous savez, moi je défends la souveraineté française, mais je suis logique et cohérente avec moi-même. Je défends la souveraineté de chacun des pays à faire chez lui ce qu'il souhaite. Le tout, c'est que je n'en subisse pas, moi, les conséquences. Bon, c'est ainsi que si l'Allemagne, par exemple, veut accueillir 800 000 migrants, grand bien lui fasse.
Le seul problème, c'est que je souhaiterais quand même qu'on suspende Schengen, car je n'ai pas envie que ceux que Mme Merkel ne voudra pas, parce qu'ils ne correspondent pas peut-être à cette armée de réserve de travailleurs à bas coût qu'elle souhaite multiplier, je ne voudrais pas qu'ils puissent venir demain réclamer le droit de vivre en France. Bon. La Grande-Bretagne a certes un système généreux, elle en subit d'ailleurs probablement les conséquences, mais elle a aussi des frontières, bon, qu'elle maîtrise, de fait. Mais je ne me vois pas reprocher à la Grande-Bretagne de maîtriser ses frontières, j'aurais tendance à reprocher à la France de ne pas maîtriser les siennes. J'entends, moi, un certain nombre d'adversaires politiques comme M. Bertrand, on cherche toujours la responsabilité des autres, qui accusent la Grande-Bretagne et qui dit en substance, eh bien, somme toute, si on laissait tous ces clandestins aller en Grande-Bretagne, on n'aurait pas de problème à Calais. D'abord, il se trompe. Car si on envoyait tous les clandestins qui sont à Calais en Grande-Bretagne, ils seraient remplacés demain par le même nombre, si ce n'est plus de clandestins, qui verraient ainsi qu'ils peuvent accéder en Grande-Bretagne et qui donc viendraient alimenter ce flux d'immigration clandestine. Deuxièmement, je m'étonne de voir des gens qui donnent des leçons d'humanisme, considérer qu'il faut laisser les clandestins prendre le risque de traverser la Manche pour que l'on ait non seulement les morts en Méditerranée, mais aussi demain les morts au milieu de la Manche. Je n'ai pas cette vision-là, et donc je ne partage pas cette analyse de M. Bertrand. Je m'appelle Irène Janakopoulos, je suis journaliste grec. Donc, Madame Le Pen, si vous serez élue comme présidente de la République française, vous avez dit au meeting politique que vous allez éradiquer, mettre à genoux les totalitarismes islamistes. Est-ce que vous pouvez faire pour les mêmes actes antisémites pour nos compatriotes français et juifs, si vous pouvez mettre les moyens, c'est-à-dire prendre envisager de mesures nécessaires contre les actes antisémites montés en France. Madame, je crois que précisément les actes antisémites et la montée importante de l'antisémitisme en France est la conséquence de la montée du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Donc en mettant l'islam radical, puisque c'est ce que j'ai dit, en mettant l'islam radical à genoux, je pense que ce sera un moyen de faire baisser le nombre d'actes antisémites qui aujourd'hui sont, dans leur immense majorité, le fait de fondamentalistes islamistes. Wissem Soussi, journaliste tunisien. Alors, il semble actuellement, la presse en tout cas ça fait l'écho, qu'un certain nombre d'intellectuels aient franchi, on dirait, votre Jourdain à vous, et sont allés de votre côté. Donc vous avez actuellement le vent en poupe, et vous seriez apparemment même la figure de proue et de la liberté, et de l'égalité, voire même de la fraternité. Mieux, à vous croire, vous vous présentez aussi comme le fer de lance de la laïcité régionale. Cependant, je rappelle, c'est un constat que nous ignore cependant que les leçons de la terreur du XXe siècle, notamment le national-socialisme, l'état fascisme, mais aussi les démocraties populaires, et leur traumatisme, sanglants et sanguinaires. Pensez-vous que la jonction, naguère, au début du XXe siècle, à leur insu, mais par la violence, entre Sorel et Luxembourg, est de nos jours reproductible, cette fois subrepticement, serait par vous incarnée, ou par les intellectuels, dont on dit qu'ils sont vos alliés objectifs, intellectuels y compris dénégateurs de cette alliance objective avec vous. Et puis, un corollaire à cette question, un ouvrage récent, très récent, puisqu'il est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle « Dans la main droite de Dieu », écrit par mon frère tunisien Gérard Haddad, et qui analyse dans son plus récent ouvrage les fanatismes, mais pas seulement Daesh, puisqu'il évoque aussi une forme de fanatisme aux sources idéologiques qui ne sont pas étrangères au Front National. Qu'en pensez-vous?
Bonne chance. De rien. Non, je me posais la question de savoir au bout de combien de questions j'aurais droit au point Godwin, mais j'avoue que là, 3, je n'aurais pas parié quand même. J'aurais pensé qu'il y aurait un tout petit peu plus de temps avant. Je ne comprends pas votre question, monsieur. Je ne vois pas quelle référence, quel point commun il peut y avoir entre le national-socialisme dont vous parlez et le Front National que je dirige. Le fait qu'un certain nombre d'intellectuels aujourd'hui fassent, pour le moins d'ailleurs, avec leurs divergences, avec leurs différences, avec des parcours qui n'ont rien à voir les uns que les autres. Certains viennent de la droite, d'autres viennent de la gauche. Un constat sur la situation de notre pays, un constat sur une immigration massive et désordonnée, un constat sur les problèmes gigantesques d'intégration qui sont ceux que nous enregistrons aujourd'hui en France, un constat sur cette espèce de complexe qu'il y a à défendre en France, les valeurs de la République française, nos modes de vie, les règles qui font que notre société vit précisément dans le respect et la sérénité. Je ne vois pas en quoi l'on peut voir là un point commun quelconque avec le national-socialisme, dont je vous rappelle que dans national-socialisme, il y a socialisme. Bon, non, je sais qu'on a tendance à l'oublier, mais il est toujours bon de le rappeler. Quant au livre dont vous parlez, j'aurais du mal à vous répondre parce que je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Bon, ce que je vois, moi, c'est qu'aujourd'hui, et je le dis de manière très pragmatique, je ne suis pas dans un combat religieux. Je ne suis pas là pour pointer du doigt telle ou telle religion, et j'ai toujours fait extrêmement attention d'ailleurs à dire que moi, je lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et quand je dis cela, et qu'on me répond islamophobe, ben je pense que ce sont ceux qui me traitent d'islamophobe qui créent précisément une confusion entre l'islam et le fondamentalisme islamiste. Moi, je ne crée pas de confusion. Moi, mes propos sont extrêmement clairs, et aujourd'hui, le monde est aux prises avec un totalitarisme qui est le totalitarisme du fondamentalisme islamiste. C'est un fait. Moi, je veux bien lutter contre d'autres idéologies totalitaires, mais encore faut-il qu'elles existent, ou qu'elles représentent aujourd'hui un danger. Aujourd'hui, le danger, c'est celui du fondamentalisme islamiste. Pour tout le monde. Pour tout le monde, quelle que soit sa religion. Car je ne peux pas envisager, si vous voulez, et je le sais pour en parler avec eux, que toute une série de Français qui sont venus, eux ou leurs parents, et qui sont de religion musulmane et qui vivent en France aujourd'hui, ont envie de vivre en France, selon les valeurs et les règles de la France. Ils n'ont pas envie de vivre comme en Libye, ou même comme au Qatar. Voilà. Et donc c'est aussi eux, en quelque sorte, en défendant la France, les valeurs de la France et notre mode de vie, que je défends. Xavier Alonso pour la Tribune de Genève, une question très concrète et très proche du terrain. Si vous êtes élu à Calais, quand même, vous devrez vous occuper du camp et des migrants qui sont là-bas. Et par rapport à votre question, à la réponse précédente au préalable, quel est le volet humanitaire de votre action? Car j'ai bien entendu le côté fermeté, mais je ne doute pas qu'il y a un côté humanitaire. Et il y a là, dans ces 3500 personnes que j'ai pu voir à Calais, un certain nombre, après reste à définir, et voilà, un certain nombre de gens qui sont et seront éligibles à la politique de droit d'asile de la France, que j'imagine vous ne remettez pas en cause. Alors, je veux dire, non, la preuve c'est que bien souvent ils ne déposent pas de dossier. La réalité c'est que les associations financées et subventionnées viennent leur faire remplir quasiment de force des dossiers de droit d'asile pour pouvoir les emmener ailleurs, c'est-à-dire en réalité pour déplacer le problème. Moi je crois que concernant les clandestins à Calais, comme concernant d'ailleurs l'ensemble des clandestins que nous avons vus arriver, pas brutalement, car moi j'étais en 2011 à Lampedusa. En 2011, j'ai alerté les Français et j'ai dit nous sommes confrontés au début d'une gigantesque vague d'immigration clandestine qui est une immigration économique. Voilà. Et je maintiens mes propos. Eh bien, à l'époque, on m'a dit « Ah, Madame Le Pen, comme d'habitude, vous êtes tellement excessive, etc. Vous racontez n'importe quoi. » Cette gigantesque vague d'immigration clandestine, elle est arrivée. Elle est venue au bénéfice, bien entendu,
des erreurs historiques et gravissimes commises par Nicolas Sarkozy en Libye, mais aussi par Nicolas Sarkozy et par François Hollande, car François Hollande l'a toujours soutenu en Syrie. Mais j'allais dire, c'est le verrou de la porte qui a sauté. Mais la pression, elle était déjà présente. Alors je pense que la seule politique humanitaire, monsieur, ça consiste à ramener tous ces gens chez eux. Et quitte à organiser des camps de réfugiés dans leur pays ou dans les pays limitrophes avec l'accord de ceux-ci. Or, je note que c'est exactement l'inverse qui est fait aujourd'hui, car pour avoir eu un certain nombre de chiffres provenant du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, les aides à destination de ces campements humanitaires en Syrie et dans un certain nombre de pays limitrophes voient aujourd'hui leur aide baisser. Alors que tout à fait évidemment, elles devraient les voir augmenter. Donc, je pense sincèrement que c'est la seule politique humaniste qui existe. De surcroît, et j'en terminerai là-dessus, depuis des années, je dis, si vous arraisonnez les bateaux de clandestins pour les mettre en sécurité, mais si vous les ramenez sur les côtes de l'Union européenne, plutôt que de les ramener sur leur côte de départ, alors vous donnerez l'exemple à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de clandestins qui se jetteront à la mer en espérant qu'eux aussi, on puisse venir les arraisonner et les amener sur les côtes de l'Union européenne. Eh bien, je pense que cette politique-là, elle est criminelle, et moi, je suis sur le modèle australien. Je pense que ramener les gens à leur côte de départ, c'est en même temps éviter les clandestins sur notre territoire et éviter les morts au milieu de la Méditerranée. Vous pensez, vous mettez dans les gens à ramener chez eux, les Syriens, Daesh, pas grave, les chrétiens d'Orient, on en fait quoi de cela? Mais madame, moi je fais respecter la loi. Le statut de réfugié politique n'est pas un statut qui permette que l'on peut obtenir lorsque l'on vit dans une région ou dans un pays en guerre. Ce ne sont pas les conditions du droit d'asile politique. C'est comme ça, ça n'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut, pour bénéficier du droit d'asile politique, qui est un droit individuel et qui n'est donc pas automatique en fonction de l'endroit d'où vous venez, il faut répondre à un certain nombre de conditions et il faut notamment démontrer qu'à titre individuel, on est persécuté ou notre vie ou notre liberté est en danger du fait des actes ou des actions du gouvernement. Alors, excusez-moi, mais il faut être quand même prudent avec ce droit d'asile, notamment en Syrie, parce qu'à ce titre-là, il y a un certain nombre de gens de Daesh qui pourraient demander le droit d'asile politique dans nos pays de l'Union européenne. Donc, soyons quand même prudents. Il n'en demeure pas moins que le fait de vivre dans un pays en guerre n'ouvre pas droit à ce droit. Et j'ai envie de vous dire, Dieu merci, car il y a 260 millions d'habitants qui vivent dans des pays en guerre. Voilà. Donc pourquoi les uns et pourquoi pas les autres? Nous savons maintenant, même si on l'entend peu dans les médias, qu'il existe beaucoup de faux demandeurs d'asile, qu'il y a un nombre considérable de faux passeports syriens qui circulent, qu'il y a aussi toute une série de gens qui sont d'autres nationalités et qui profitent de l'opportunité de ces flux migratoires pour tenter de se chercher une vie meilleure, car je vais vous dire, je ne leur jette pas la pierre. Je ne jette pas la pierre, je l'ai toujours dit, je considère que leur désir est légitime, mais ce n'est pas parce qu'un désir est légitime que nous sommes dans l'obligation d'accepter ce qui tout à fait évidemment créerait un déséquilibre majeur dans nos sociétés et ce que tout à fait évidemment nous ne pouvons pas économiquement supporter. Car je rappelle à vous autres médias étrangers qu'il y a en France 6 à 7 millions de chômeurs, 9 à 10 millions de pauvres et 1,5 million de foyers qui attendent un logement social. Bonjour, peut-être Martina Zimmermann pour les médias allemands, notamment les radios allemandes. Je voulais savoir quelle est votre position par rapport aux gens qui disent que l'extrême gauche et l'extrême droite doivent travailler ensemble si c'est pour sortir de l'euro. Donc, autrement dit, est-ce que vous serez prêt de travailler coopérer avec les gens de l'extrême gauche si c'est dans le but de sortir de l'euro? En tout cas, là, moi je suis prêt à discuter. Car moi je ne suis pas sectaire. Je considère que la discussion fait partie précisément de la vie politique. Et s'il existe des gens d'extrême gauche qui envisagent la sortie de l'euro, pour l'instant il n'en existe pas.
car permettez-moi de vous rappeler que M. Mélenchon n'est pas pour la sortie de l'euro. Donc pour l'instant, ça n'existe pas. Mais s'il y a des intellectuels de gauche, ou d'extrême gauche, ou du centre, ou de droite, qui veulent discuter de la problématique de la sortie de l'euro, je suis parfaitement prête à participer à des conférences, que ce soit en France ou à l'étranger, car je pense que l'euro est un des nœuds du problème de notre atonie de croissance dans la zone euro depuis maintenant 10 ans. Donc oui, je serai prête à discuter avec tout le monde s'il s'agit de pouvoir considérer les moyens que nous avons de pouvoir organiser le retour à nos monnaies nationales, y compris d'ailleurs avec d'autres pays, puisque je souhaite que ces sorties se fassent de manière concertée. Est-ce que vous pouvez discuter avec l'Obédoré? Avec l'Obédoré, parce qu'elle aussi, elle est contre l'impôt. Non, je n'ai pas du tout souhaité discuter avec l'Aube dorée de la manière la plus claire qui soit. Nous n'avons strictement aucune relation avec l'Aube dorée et je n'entends pas en avoir. Alors, j'ai le micro. Une question australienne. Vas-y, Voilà, présente-toi s'il te plaît. de la presse australienne. On vient d'avoir un changement de gouvernement la semaine dernière en Australie. Et le Premier ministre, dans son bilan, a dit que pour la première fois, l'Australie ne recevait plus de bateaux de clandestins. C'est une politique qui a été mise en place depuis plus de 20 ans d'avoir des centres de détention dans différentes îles et a signé un accord avec le Cambodge l'an dernier. Est-ce que l'Europe et la France pourraient penser à un système de fonctionnement similaire? J'avais cru entendre que l'Autriche avait proposé d'avoir un centre de détention au Maroc. Je voulais savoir quel était votre avis là-dessus. L'Autriche avait suggéré à l'Europe d'ouvrir un peu dans ce même style des centres de détention en dehors de l'Europe pour pouvoir gérer ces immigrés. Mais oui, c'est la seule solution en réalité qui est viable. Il faut évidemment passer des accords avec ces pays pour pouvoir maintenir les populations dans leur pays, ou au moins dans un pays limitrophe, ce qui évidemment limite le traumatisme. Mais pour cela, encore une fois, il faut mettre en œuvre une aide humanitaire qui soit à la hauteur. Et permettez-moi de vous dire, mais je suis extrêmement choquée quand je vois que le Qatar et l'Arabie Saoudite, assis sur des tas d'or, et encore des tas, je suis gentil, des montagnes d'or, eh bien, ne se précipitent pas pour participer massivement à la mise en œuvre et à la construction de ces camps humanitaires, de ces corridors humanitaires. Je pense que ce serait tout à fait légitime que nous sollicitions d'eux de le faire. Au lieu de cela, de manière assez cynique, il faut le dire, l'Arabie Saoudite n'a rien trouvé de mieux que de proposer à l'Allemagne la construction de 200 mosquées pour les migrants. Alors il faut savoir choisir ses alliés. Bonsoir madame. Je suis correspondant du quotidien national Shanghai Chine. Une question. Comment vous voyez la relation bilatérale entre la Chine et la France maintenant, si vous serez la présidente de la République? Quelles seront vos idées sur la relation bilatérale? C'est différent des socialistes ou pas? Merci beaucoup. C'est-à-dire que les socialistes n'ont pas de relation bilatérale, parce que par définition, ils ont transféré la souveraineté française à l'Union européenne, donc nous ne décidons de rien. Donc il n'y a pas de relation bilatérale. La relation bilatérale, c'est quand on se met autour d'une table pour discuter de nos intérêts respectifs et tomber d'accord sur est-ce qu'on accorde tant de quotas à un pays d'importation de tel ou tel produit. On va voir les Chinois, on leur dit, messieurs les Chinois, voilà, nous avons une industrie qui est très importante pour notre indépendance nationale, auquel nous tenons, et par conséquent, vous comprendrez bien que nous allons mettre des droits de douane sur l'importation de vos produits dans ce domaine, parce que, exactement ce qu'ont fait les États-Unis, notamment avec les pneus. Vous êtes bien placé pour le savoir. Je crois que c'est ça, la diplomatie. Et c'est ça, les relations économiques. C'est d'arriver à trouver ensemble, dans la sérénité, le calme, la réflexion, le pragmatisme, ce qui permet, encore une fois, à un pays de pouvoir
développer et maîtriser en partie son marché intérieur. La Chine le fait très bien, notamment avec la prise de conscience qui a été la sienne, qu'elle devait maîtriser son marché intérieur dans toute une série de secteurs. Je crois que c'est une aspiration légitime des peuples. La France n'a plus cette possibilité parce que l'Union européenne lui a retiré cette capacité. Donc en retrouvant nos frontières, nous retrouverons les moyens de relations commerciales équilibrées, raisonnables et qui ne mettent pas en danger l'économie française non plus, bien sûr. Bien. Bonsoir Madame Le Pen, je m'appelle Franck Renard, je travaille pour le presse des Pays-Bas et en Belgique. J'ai vous entendu souvent et beaucoup les dernières semaines sur la migration vers l'Europe et vous avez des positions très claires, mais les dernières semaines, je n'ai pas entendu un mot humain de votre part. Est-ce que vous avez des sentiments humains vis-à-vis des réfugiés qui viennent d'ici, qui fuient la guerre, et si vous avez des sentiments humains, pourriez-vous les partager avec nous? Oui, monsieur, mais serais-je ainsi dans mon rôle? Est-ce le rôle d'un responsable politique que d'exprimer son émotion? Est-ce son rôle d'aller sur les plateaux de télévision avec sa boîte de Kleenex en bandoulière? Car il y a beaucoup de gens qui font cela. Mais je crois que la responsabilité d'un dirigeant politique, c'est précisément d'abord de prévoir, et d'être capable et d'avoir le courage d'exprimer les solutions qui doivent être mises en œuvre. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi un petit cœur qui bat comme vous, mais je considère que la politique qui est menée actuellement est une politique qui crée la souffrance pour tout le monde. Et je l'ai dit au moment de l'utilisation assez indigne, il faut bien le dire, de la photo du petit Thaïlande. C'est que l'important pour un responsable politique, ça n'est pas de pleurer sur les morts, c'est d'empêcher qu'il y en ait de nouveaux. Et je pense qu'être responsable, c'est précisément arrêter une politique qui jette des milliers de clandestins sur des radeaux de fortune en espérant qu'ils soient récupérés par la marine italienne ou par les quelques rares employés de Frontex pour pouvoir atteindre les rives de l'Union européenne. Donc voilà, je pense que c'est ça un responsable politique. Et quand je dis qu'il faut créer des camps humanitaires dans les pays dont sont issus ces clandestins, je pense à eux aussi. Je pense à eux car comment vont-ils être accueillis ici ? C'est bien gentil de faire comme Madame Merkel et d'adresser un grand signal en disant « je vais accueillir 800 000 clandestins, jetant des familles entières, des milliers de personnes sur les routes pour venir rejoindre un Eldorado qui n'existe pas, monsieur. Car cet Eldorado n'existe pas. Et l'on sait très bien que ces flux d'immigration massifs qui sont aujourd'hui pacifiques le seront de moins en moins. Il n'y a qu'à regarder les images de la frontière entre la Serbie et la Croatie pour s'apercevoir qu'à partir du moment où nous n'avons absolument pas les moyens de les accueillir, les tensions vont monter, et notamment les tensions entre les populations qui vivent dans nos pays et ces milliers et ces centaines de milliers de migrants qui vont se presser à nos frontières. Est-ce raisonnable? Est-ce véritablement humaniste? C'est ça la question, je crois. Moi, je voudrais poser une question. Que pensez-vous de l'attitude de ce qu'a fait finalement Viktor Orban en Hongrie? Mais écoutez, moi, je suis quand même étonné. Allons-y. J'entends des multiples reproches contre Monsieur Orban. Bon, honnêtement, c'est passé à la mode. Taper sur Orban, c'est un truc qui peut vous ouvrir un certain nombre de salons du politiquement correct. Mais il est le seul à respecter Schengen. Schengen oblige les États à protéger leurs frontières extérieures. C'est la condition sine qua non pour laquelle les pays de l'Union européenne ont accepté d'abaisser les leurs à l'intérieur de l'Union européenne. Donc pourquoi reprocher à M. Orban de faire ce que Schengen l'oblige à faire, c'est-à-dire à protéger ses frontières extérieures? Alors on se dit, ah oui, mais vous vous rendez compte, il met des barbelés. Mais il faut mettre quoi? Des murs de fleurs, comment fait-on pour protéger une frontière si ce n'est en mettant des barrières? Il n'y a pas d'autre solution physiquement. Donc moi je considère que l'on fait un bien mauvais procès à M. Orban, qui en l'occurrence est un des seuls à respecter les règles de Schengen. Je note d'ailleurs que
j'ai depuis des années réclamé la suspension immédiate de Schengen. Je suis pour la suppression pure et simple de Schengen. Mes propos et mes idées sont très clairs sur ce sujet. Mais que tous ceux qui trouvaient que la suspension de Schengen était délirant quand Marine Le Pen la réclamait, ont trouvé ça génial quand Mme Merkel l'a mis en œuvre. Bonsoir. Je m'appelle Didi Chaise, je suis journaliste freelance. Alors évidemment, c'est une question très complexe à laquelle on n'a jamais fini de répondre, quels que soient les partis politiques. On a le temps, vas-y. La question que je voudrais poser, elle est claire, je crois, simple en tout cas, et j'aimerais une réponse simple. Une question que les Français se posent. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'abstentionnisme en France. Donc, je suis la politique depuis pas mal d'années, et toutes les politiques, et notamment celle de M. Jean-Marie Le Pen. M. Jean-Marie Le Pen, qui était président du Front National. À ma connaissance, si je ne me trompe, pendant environ 20 ou 25 ans, je ne veux pas être désobligeante, mais au moins pendant 20 ou 25 ans, vous l'avez suivi aveuglément dans toutes ses conférences, dans tout le déroulement de sa politique, et je voudrais savoir, parce que ça c'est une question qui intéresse tous les Français et tout le monde, qu'est-ce qui vous a fait changer vis-à-vis de son idéologie en quelque sorte? Quelle est votre nouvelle idéologie, puisque vous l'avez suivie pendant 20-25 ans? Voilà cette question que les Français se posent et à laquelle j'aimerais une réponse. Merci madame. C'est gentil madame, mais les Français ne se posent pas cette question parce que ça fait 6 mois qu'ils entendent parler de cette affaire. En long, en large et en travers, particulièrement il faut bien le dire, parce que la presse de gauche, que j'ai quand même réussi à réconcilier avec Jean-Marie Le Pen au bénéfice de cette affaire, je suis assez contente de moi parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. J'ai vu énormément de presse de gauche défendre aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, ce qui, vous l'admettrez, n'a pas été le cas pendant les 25 années dont vous parlez. Vous disiez, si je ne me trompe, ben vous vous trompez, justement. Vous dites que j'ai suivi aveuglément, non, pas aveuglément, madame. Nous avons eu des divergences assez lourdes, et notamment il y a 10 ans de cela, c'était en 2005, j'avais déposé ma démission du bureau exécutif du Front National à la suite des propos qu'il avait tenus déjà à l'époque d'Henri Varol sur l'occupation allemande. Vous voyez, j'ai écrit un livre d'ailleurs à cette occasion, pour exprimer les désaccords que nous avions, et j'ai presque envie de dire que c'est ce jour-là que j'ai décidé d'être candidate à la présidence du Front National. Justement parce que j'avais acté ces désaccords, et que Bruno Gollnisch étant sur la ligne sur ces sujets-là, car nous avons des tas de sujets d'accord avec Jean-Marie Le Pen, que les choses soient claires, je ne l'ai jamais caché, mais sur ces sujets-là, Bruno Gollnisch défendant la ligne de Jean-Marie Le Pen, j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, alors je serai candidate lorsqu'il passera la main pour défendre la ligne politique qui est la mienne. Je l'ai fait et j'ai été élu. J'ai eu, encore une fois, de multiples fois l'occasion d'être en désaccord avec lui, une des dernières fois étant cette affaire de la Fournée, où j'ai exprimé publiquement, une fois de plus, mon désaccord. Mais je suis candidat président du Front National depuis 2011. Et par conséquent, j'entends que chacun respecte la ligne qui a été choisie par les adhérents du Front National lorsqu'ils m'ont élu. Moi, je n'ai raconté d'histoire à personne, j'ai toujours été très clair, j'ai toujours considéré que les provocations du type de celles qu'il affectionne ne sont pas admissibles. Et c'est aussi pour cela, je crois, sur cet engagement qui a été le mien, que de faire respecter l'arrêt de ces provocations qui blessent, de ces provocations qui divisent, que j'ai été élu. À partir du moment où Jean-Marie Le Pen a clairement indiqué qu'il ne souhaitait plus respecter cette ligne politique, alors j'ai été obligé de la faire respecter. Parce que, madame, l'autorité n'a de valeur que quand elle s'applique à tous, et pas seulement à certains. Et si j'avais appliqué la discipline dans mon mouvement, aux petits candidats, aux adhérents de base, mais que je ne l'avais pas fait respecter par le président d'honneur, alors je ne mériterais pas d'être à la tête du Front National et je mériterais encore moins d'être candidate à la présidentielle. Merci de votre clarté. Bien. Et après. Bonsoir Madame Le Pen, Lisa Page. Je suis correspondante pour la Suisse, peut-être déjà rencontrée, pour l'Italie. Vous avez parlé de Lampedusa. Hélas, je vous ramène aux migrants. Mais d'un autre point de vue,
Ce qui est en train de passer au Balkan, après le choix sous l'émotion d'Angela Merkel d'ouvrir les frontières, avec un certain passage de choix, parce que bon, l'Allemagne choisit les Syriens qui sont, disons, les meilleurs, les plus cultivés, etc., et laisse toute une autre partie à l'Italie. L'Italie qui est dans le désespoir total. On continue à demander de nous aider pour la sécurité. On parle de clandestins, on parle de réfugiés économiques, mais on a aussi, il est vrai, les statistiques parlent des ayants droit à l'asile. On n'a pas les moyens pour vérifier tout le monde. Entre-temps, Daesh suit tous les mouvements des migrants. Bien sûr. Pour regarder ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que les Balkans, qui sont aussi le siège des madrases ou des écoles coraniques pour la formation des ultra-orthodoxes islamistes, est en train d'imploser au risque de guerre civile, même au sein de l'Europe. Alors, on parle Ta question, ma chère Lisa. Oui, j'arrive. On ne parle plus là de migrants économiques et qui peuvent prendre le pouvoir, mais d'une position de l'Europe qu'on peut penser est absolument inconsciente. Oui, l'Europe est totalement irresponsable. Et encore une fois, nous aurions mis en œuvre les propositions qui étaient les nôtres et qui sont celles qui ont été mises en œuvre en Australie depuis 5 ans. Jamais nous ne serions dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La situation, je le dis avec beaucoup de gravité, est aujourd'hui totalement hors contrôle. Plus personne ne contrôle rien. Et plus personne ne contrôlera rien. Car évidemment, ces flux vont s'aggraver. Ils doublent quasiment de mois en mois. Au mois de septembre, on nous a annoncé 350 000 migrants. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils seront 1 million pour l'année 2015. Et le réservoir est inépuisable. Par conséquent, c'est immédiatement qu'il faut prendre les mesures pour ramener avec des accords, l'accord et l'aide, la participation financière de l'ensemble des pays, ces migrants dans leur pays d'origine. Car après, il sera trop tard. Car vous avez vu ces images à la frontière entre la Serbie et la Croatie. Cette fois-ci-là, elle a tenu. Mais demain, elle ne tiendra pas. Voilà. La pression sera telle qu'elle ne tiendra pas. Moi, j'ai posé une question à l'Union européenne, à la Commission. J'ai dit, écoutez, vous êtes en train de nous expliquer qu'on est en train d'analyser la situation de chacun de ces migrants. Donnez-moi le nombre de votre personnel, du personnel de Frontex ou du Haut Commissariat qui est arabophone. Rien que ça. Combien? Mais j'attends les chiffres, mais je pense que je vais être effondré lorsque je vais les voir. Bon, voilà. Donc, plutôt que de tenir compte de la situation, de suspendre immédiatement les frontières de Schengen pour que chacun puisse tenter de limiter la situation et mettre en place le retour que j'appelle de mes voeux, eh bien, on continue à nous abreuver de bons sentiments, de grandes déclarations, mais ces grandes déclarations sont en train de préparer un véritable cauchemar pour l'Europe et pour les clandestins. Et pour les clandestins, je tiens quand même à le rappeler. Quand je dis qu'il s'agit là d'une immigration économique, je persiste à dire que bon, les institutions internationales nous disent qu'il y a 75% d'hommes et 25% de femmes et d'enfants. La réalité, c'est que ces chiffres sont les chiffres de l'ensemble des réfugiés, y compris ceux qui sont au Liban, en Jordanie, etc. Bon. Or, on sait que dans les camps en Jordanie, dans les pays voisins, il y a beaucoup plus de familles qu'il n'y en a dans l'Union européenne. Quand il y a 60... Mais mettons, prenons ces chiffres-là. Quand il y a 75% d'hommes, évidemment, c'est une immigration économique. Car qui va m'expliquer qu'on fuit la guerre en laissant, encore une fois, sa mère, sa femme, ses enfants dans le pays en guerre pendant que soit on essaye de trouver une vie meilleure sur un autre continent? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Encore une fois, ça n'est pas un reproche que je leur fais, car je conçois tout à fait que l'on cherche à avoir une vie meilleure ailleurs, mais j'en veux énormément à nos responsables politiques, car je crois qu'ils sont en train de préparer un véritable drame historique. Alors continuez-vous de penser que les chrétiens d'Orient doivent également rester dans leur pays et qu'ils ne prennent pas de risques supplémentaires?
Mais madame, ils prennent des risques considérables, puisqu'il existe dans les pays, un peu à cause de nous quand même, non? Nous semble-t-il, en Libye, l'épuration religieuse auquel on assiste, c'est bien à cause de nous. C'est bien nous qui sommes allés là-bas, soi-disant pour défendre les démocrates et les rebelles qui aspiraient à la liberté. Et en Syrie? Et qui ont mis au pouvoir en Libye des fondamentalistes islamistes qui ont immédiatement mis en œuvre la charia. C'est bien nous qui, en Syrie, avons considéré que combattre Bachar al-Assad était beaucoup plus important que de combattre Daesh. C'est bien nous qui sommes les alliés du front Al-Nosra, c'est-à-dire les alliés d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, les mêmes Al-Qaïda dont on disait il y a quelques années qu'ils étaient le représentant du mal. Mais cette politique n'a aucun sens. Voilà. Donc, les chrétiens d'Orient sont les victimes premières de cette situation, puisque du fait précisément de leur religion, ils sont persécutés. Mais madame, les chrétiens d'Orient, ils veulent vivre dans leur pays. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent qu'on leur rende leur pays. Ils n'ont pas envie de venir vivre en Europe. Ils veulent vivre chez eux. Et ils ne comprennent pas pourquoi on est encore en train de tergiverser aujourd'hui, alors que tout à fait évidemment, la politique du moindre mal, ça consiste d'abord à s'occuper de Daesh avant de s'occuper de Bachar el-Assad. Voilà, donc cette succession d'erreurs internationales et d'erreurs géopolitiques dramatiques est à l'origine de la situation. Admettons-le, ce qui est navrant, c'est de voir que des responsables politiques qui portent cette responsabilité considèrent encore aujourd'hui qu'ils sont légitimes à réclamer la confiance des Français. Que feriez-vous pour repenser les chrétiens? Mais monsieur, c'est pas pour les chrétiens que je vais faire. Encore une fois, que les chrétiens doivent être dirigés, est-ce qu'ils doivent être dirigés dans des camps humanitaires, en y mettant les moyens financiers, les moyens en personnel pour les mettre, pour qu'ils soient protégés par la communauté internationale. Mais monsieur, il faut régler le problème de la Libye et de la Syrie. Alors moi, j'organiserai une grande conférence internationale. Vis-à-vis de l'État d'Israël et de l'ensemble du monde arabe. Non, attends. Donc j'organiserai une grande conférence internationale et je mettrai autour de la table la Russie, car nous ne réglerons pas le problème du fondamentalisme islamiste sans la Russie. Voilà encore une erreur dramatique et historique commise par nos capitales européennes pour complaire à M. Obama. Je mettrai autour de la table l'Iran, je mettrai autour de la table la Syrie, je mettrai autour de la table l'Égypte, à qui je demanderai de stabiliser la Libye, car je pense que l'Égypte est la seule grande puissance capable de stabiliser la Libye. J'arrêterai l'embargo sur les armes pour pouvoir livrer des armes au gouvernement de Tobrouk, car je crois qu'il est le seul à pouvoir être un pôle de stabilité. Et avec l'ensemble de ces pays, la Russie, l'Iran, la Syrie, eh bien, je participerai à créer les conditions pour véritablement lutter et en terminer avec Daesh. Et Israël? Je vais vous... Autre question. Et après, vous voulez qu'on mette Israël autour de la table? Je vous demande. Mais Israël autour de la table? Aucun. Mais bien sûr, toutes les puissances qui sont capables d'apporter une solution. Aujourd'hui, nous sommes alliés avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est vraiment sérieux pour lutter contre le fondamentalisme islamiste? C'est ça la question. Maria de la télévision grecque Media Channel et les journaux Tovima, je vais changer les sujets. Je voudrais votre commentaire sur les résultats des élections grecques d'hier. Aussi sur Alexis Tsipras, qui est devenu maintenant l'ambassadeur de Rivière, et aussi sur la montée de Lord Doré. Que je répète. Que Tsipras est ambassadeur de... est devenu maintenant un des ambassadeurs de la Rivière parce qu'il a accepté les Voilà, c'est sûr. Voilà. Et aussi votre commentaire sur la montée de Lord Doré. Et aussi un commentaire sur l'attitude de l'Europe qui insiste pour encore plus de rivières, pas uniquement en Grèce, mais presque partout en Europe. Voilà. Merci. Madame, vous voyez, justement parce que je ne suis pas sectaire, je me suis félicité de l'élection de M. Tsipras. Pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas de ma chapelle. Hein. Et il y a toute une série de sujets sur lesquels nous sommes en désaccord total. Bon.
parce que je pensais qu'il avait en même temps les épaules et la volonté. Ça, vous êtes félicité en janvier Voilà. ou hier? Non, en janvier, de cesser. Non, mais nous sommes en désaccord total sur toute une série de sujets. Il est d'extrême gauche. Bon, je n'ai jamais moi été d'extrême gauche, donc c'est pas le problème. Mais je crois encore une fois que l'euro est une chaîne qui donne à l'Union européenne la puissance précisément de faire disparaître la démocratie. Donc je me suis félicité en me disant, voilà un homme qui va enfin pouvoir arracher la Grèce à l'austérité et l'arracher à cette mise en esclavage. Bon. Eh bien j'ai été déçu. Je pense qu'il a trahi le peuple grec. Je le dis de la manière la plus claire qui soit, et je l'ai dit dès que j'ai appris qu'il avait violé la volonté du peuple grec après le référendum. Je le regrette, bien sûr, même s'il n'est pas de ma paroisse, je le regrette parce qu'en fait il a menti, comme l'extrême gauche ment en France, en disant qu'on pouvait lutter contre l'austérité tout en conservant l'euro. La réalité, c'est que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, on ne peut pas lutter contre l'austérité tout en conservant l'euro. L'euro et l'austérité sont des sœurs siamoises et on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. L'euro aujourd'hui a démontré avec la crise grecque que non seulement il est la ruine des pays, mais qu'il est aussi la ruine de la démocratie. Alors M. Tsipras a été réélu, je suppose que c'est parce qu'il était le moins pire, parce qu'il faut bien dire que à peu près dans l'ensemble de la classe politique grecque, tout le monde est totalement à plat ventre devant l'Union européenne, la Troïka, les créanciers, et j'en passe et des meilleurs. Disons que les autres sont à plat ventre et lui était à genoux, donc le peuple grec s'est dit, bon bah, celui qui est à genoux, c'est mieux que celui qui est à plat ventre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il va contribuer, en n'ayant pas pris les décisions courageuses qu'il aurait dû prendre, ce qu'a dit d'ailleurs M. Varoufakis, trop tard, parce que comme souvent les dirigeants, ils disent la vérité quand ils sont battus ou quand ils ont démissionné. Bon, c'est dommage, on aimerait bien qu'ils disent la vérité quand ils sont en poste quand même. Mais M. Varoufakis n'a pas été l'exception, là en l'occurrence, puisqu'il a aussi dit la vérité, mais trop tard. La situation de la Grèce va s'aggraver, je vous l'annonce, car l'austérité aggravera la situation économique de la Grèce. Elle ne se sortira pas. On l'étranglera, on l'épuisera, on la tordra jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien à donner. Et lorsqu'elle n'aura plus rien à donner, alors l'Allemagne lui donnera le signal et on la jettera. Mais on voit que la crise touche la France, elle touche l'Italie, l'Espagne. Elle touchera tout le monde. Mais vous savez, pendant longtemps en France, moi ça m'a frappé, pendant longtemps en France, on disait « Ah mais non, mais ça c'est parce que c'est la Grèce ». Oh la Grèce, ils ne travaillent pas, ils ne payent pas d'impôts, c'est n'importe quoi. Non, mais je vous dis ce que disait la presse française. Les économistes français disaient ça. Ils disaient, ah oui, mais la Grèce, c'est autre chose. Et puis après, c'était le Portugal. Oui, mais le Portugal, c'est pauvre. Et l'Espagne, oui, mais l'Espagne, il y avait toujours une bonne excuse. La réalité, c'est que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et quelle que soit la puissance d'un pays, si vous lui imposez l'euro, qui ruine la compétitivité, et si vous lui imposez l'austérité, alors vous créez une spirale qui est une spirale de régression économique. Voilà. Et à tous les pays à qui on appliquera ce remède, tous les pays en seront malades. Alors ils survivront plus ou moins longtemps en fonction effectivement de leur santé financière, de leur structuration, mais il n'en demeure pas moins que ce remède-là, il rend malade nos économies. Alors est-ce qu'il faut changer la politique européenne ou il faut sortir de l'Europe, terminer avec l'Europe? J'ai souvent répondu à cette question en disant, est-ce que l'Union soviétique était améliorable? C'est une vraie question a posteriori. Si on avait pris l'Union soviétique, mais qu'on avait introduit la pluralité des partis politiques, la démocratie, la liberté de la presse, et qu'est-ce qu'on aurait pu introduire, la propriété privée, est-ce que l'Union soviétique aurait été mieux? Oui, mais ce ne serait plus l'Union soviétique. Est-ce que l'Union européenne est améliorable? En supprimant cette stupidité totale de la concurrence libre et non faussée, qui est en fait une concurrence totalement faussée et absolument pas libre, en remettant en place des frontières, en redonnant aux pays leur souveraineté budgétaire, monétaire. Oui, mais ce ne serait plus l'Union européenne. Non, il y a le micro, je suis désolée. Il y a une question par personne. Il y a beaucoup de demandes, on verra après. Božidar Čikov, la presse bulgare. Je correspond à la presse bulgare. Je suis très étonné du fait que les questions de séparation manifeste d'Europe de l'Est
par rapport aux décisions de l'Ouest n'est pas abordée aujourd'hui. Donc je la pose. Tu étais là pour ça. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette séparation, de la volonté d'accepter ou pas des migrants? D'une part, Viktor Orban n'est pas le seul. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Il n'est pas le seul du tout. Mais lui, il est accusé, vous pas encore. Grâce aux médias français, il est devenu la vedette, que tout le monde montre de doigt. Mais l'opinion publique en Europe de l'Est est catégoriquement contre l'accueil des migrants. Catégoriquement. Pour des raisons historiques et autres. Mais il y a autre chose aussi. Les gens de l'Est sont profondément vexés que les décisions se prennent par Mme Merkel et M. François Hollande. Et personne ne leur pose la question qu'est-ce qu'ils pensent. Et je souhaite que tout le monde, si en France, se rappelle une lettre de M. Victor Hugo, qui est pour la Serbie, et qui pour moi, pour nous, les gens de l'Est, est le créateur de l'idée européenne, ou du sauvetage de ces gens-là, qui sont menacés par l'Empire ottoman à l'époque. Les conséquences, on sait. J'essaie aussi de rappeler la guerre de Yougoslavie, qui a laissé des traces profondes et qui n'a rien arrangé du tout. Et aussi, les gens de l'Est pensent que... quelle est votre opinion? Ils n'ont pas participé à la guerre de Libye, ils n'ont pas participé dans la guerre de Syrie, ils n'ont pas libéré l'Afrique du Nord, ils n'ont pas profité du pétrole de ces pays-là. Donc aujourd'hui, l'opposition n'est absolument pas raciste, comme on dit, ou xénophobe. Voilà. Non, mais j'ai tout à fait noté que les pays de l'Est étaient tout à fait opposés aux quotas de migrants. Je pense que c'est aussi lié à l'attachement qui est le leur, à leur identité, au fait aussi que peut-être ils n'ont pas subi encore le rouleau compresseur de la culpabilisation qui est déversée depuis des décennies sur nos pays de l'Ouest. Mais combien de temps pourront-ils tenir ? Car il y a quand même quelque chose qui est terriblement frappant et qui n'a pas été tellement rappelé. C'est le chantage et la menace qui a été effectuée par la Commission européenne et par l'Allemagne. L'Allemagne indiquant que les pays récalcitrants, c'est-à-dire qui n'accepteraient pas des quotas d'immigrés, pourraient être sanctionnés financièrement et se verraient couper les fonds structurels européens. Combien de temps des pays qui sont fragiles économiquement pourraient supporter si ces menaces sont mises en œuvre? Rendez-vous compte quand même que pendant des années, on nous a dit que pas du tout, la politique d'immigration n'était pas du tout dirigée et gérée par l'Union européenne, que chaque pays était libre de sa politique d'immigration et qu'aujourd'hui, au détour de cette crise des migrants, on s'aperçoit qu'en réalité, aucun de nos pays n'est libre de cette politique, de la politique d'immigration. Permettez-moi, puisque nous parlons de cela d'ailleurs, de mettre le doigt sur le cynisme absolu qui est celui de l'UMP, des Républicains, qui, sur tous les plateaux de télévision et de radio, indiquent qu'ils sont opposés aux quotas de migrants et qui, jeudi dernier, au Parlement européen, ont voté les quotas imposés par la Commission européenne, dans le cadre d'un vote qui est un véritable coup de force de la part de M. Schulz, puisque ce vote a eu lieu dans l'urgence et sans débat. Mère Batanius Arvaléo, Égypte. J'ai deux questions. La première, ça concerne la Turquie. Je voulais savoir comment vous évoluez le rôle joué par la Turquie dans le problème des émigrations et du terrorisme aussi. Ma deuxième question, ça concerne votre visite en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous faire part de résultats ou ce que vous avez fait en Égypte? Voilà. Merci madame de ces questions. Je crois être une dirigeante politique qui a les yeux ouverts. Ça a l'air évident, mais croyez-moi que dans la classe politique française, il n'y en a pas énormément. Donc je pense que la Turquie a un jeu tout à fait trouble. Tout à fait trouble dans ses flux de migration, tout à fait trouble dans la complaisance. Et je pèse mes mots, la complaisance qui est la sienne à l'égard du fondamentalisme islamiste et d'un certain nombre de structures de ce fondamentalisme islamiste. Je pense que l'hostilité à l'égard des Kurdes pousse la Turquie à entretenir
justement ces relations troubles avec le fondamentalisme islamiste. Je pense que la Turquie, en tout cas elle est soupçonnée, et j'aimerais qu'une enquête internationale soit menée sur ce sujet, achète le pétrole à Daesh. Et que par conséquent, elle contribue ainsi à financer l'État islamique. Si nous ne nous saisissons pas d'une enquête internationale sur ce sujet, si nous ne coupons pas les sources de financement à l'État islamique et les sources d'armement à l'État islamique, alors les bombinettes que nous jetterons après quelques vols de reconnaissance ici ou là seront au moins aussi efficaces que de vider la mer avec une petite cuillère. Concernant mon déplacement en Égypte, je me suis déplacé en Égypte parce que justement l'Égypte est une grande puissance qui n'a pas faibli face au fondamentalisme islamiste, qui a fait preuve d'un comportement exemplaire de fermeté, dont nous devrions tirer un certain nombre de leçons. En tout cas, ils sont tout à fait conscients de la naïveté, je crois, des capitales européennes à l'égard du développement du fondamentalisme islamiste, y compris sur notre propre territoire. J'ai rencontré l'imam d'Al-Azhar, avec lequel j'ai eu une conversation extrêmement intéressante. J'ai rencontré le grand pope, j'ai rencontré le Premier ministre, dont j'ai trouvé qu'il était un homme remarquable. Et donc je pense que l'Égypte est un allié, véritablement et sincèrement, un allié de poids, et notamment, comme je l'ai dit, un allié de poids pour stabiliser la Libye. Il n'est pas seul. Il y a d'autres pays qui luttent contre le fondamentalisme islamiste, et peut-être en parle-t-on moins. Je pense aux Émirats arabes unis, qui eux aussi sont d'une fermeté et d'une clarté totale sur ce sujet. Je pense aussi au Tchad, dont on ne parle pas, et qui lui aussi mène un combat véritable contre le fondamentalisme islamiste. Donc revoir encore une fois nos relations internationales et privilégier dans nos relations ceux qui ont le souhait de mener ce combat m'apparaît aujourd'hui être une priorité. Oui, alors vas-y. Bonjour. Merci de te présenter. Oui, bonjour. Je suis l'animatrice et l'auteur d'une émission en Géorgie à Diosarm. Et je voudrais d'ailleurs faire des portraits de vous, Madame Marie-Lefebvre, qui s'appelle Portrait d'identité. Et on en parlera peut-être tout à l'heure si c'est possible. Mais je voulais vous poser une question. Je voulais savoir votre opinion et votre analyse un petit peu par rapport au cabale, comme ça, de Poutine, géopolitique de Poutine. Cabale. Cabale, en ce moment, pour restaurer un peu les murs de l'ex-soviétique, parce que le plus grand malheur pour lui, c'était que l'Union soviétique n'existe plus aujourd'hui. Et que c'était vraiment le plus grand drame géopolitique mondiale, etc. Donc il a cavalé chez nous en Géorgie aussi en 2008, en étant en Crimée, etc. Et c'est vrai que j'ai bien compris que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez aussi le cœur comme tout le monde, et je suis bien consciente, et vous avez décidé avec votre petit cœur de discuter avec lui. Exactement. Justement, donc c'est très intéressant parce que je trouve que vous êtes une femme qui a des forces comme ça, qui prend des risques, qui est très très important aujourd'hui, surtout dans le monde machiste, un peu, mondial. Donc c'est très intéressant. Et je voulais savoir comment vous pensez, qu'est-ce que vous pensez déjà de ces cabales, comme ça, dont je vous ai parlé, et comment vous pensez avoir une communication avec la Russie. Alors, d'abord, je ne crois pas à cette théorie. Je vous le dis très clairement. Je ne crois pas à la théorie d'un Poutine qui voudrait reconstituer l'Union soviétique. J'y crois absolument pas. Je suis coupée une seconde parce qu'il le dit. Non, il ne dit pas qu'il veut reconstituer l'Union soviétique. Il dit que l'effondrement, enfin permettez-moi, il n'est pas le seul ni le premier responsable politique ou historien
qui dit que l'effondrement du bloc soviétique a été un des grands bouleversements géopolitique du monde, puisque par définition, la bipolarité que constituait l'Union soviétique, et j'en parle avec d'autant plus de facilité, parce que j'ai été élevé et bercé à l'anticommunisme primaire, secondaire et tertiaire. Donc les soviétiques, si vous voulez, c'était vraiment soit mange ta soupe parce que sinon les soviétiques vont venir te chercher, quoi. Bon, c'était un peu ça. Donc j'avais pas la moindre complaisance à leur égard. Mais il est sûr que sur un plan géopolitique, l'existence de ces deux puissances qui étaient les États-Unis et l'Union soviétique, et l'effondrement d'une de ces deux puissances a créé un bouleversement au sein du monde qui fait qu'on s'est retrouvé confronté à une sorte de monde unipolaire, où les États-Unis se sont constitués comme les gendarmes du monde, mais aussi les procureurs, les juges, les geôliers, voilà, ils faisaient tous les rôles. Là, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, du début jusqu'à la fin de la chaîne, c'est eux qui imposaient leur vision. Une vision que je conteste, avec des erreurs que nous payons aujourd'hui, car ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi la conséquence des erreurs en Irak. Erreurs dont je dis très clairement que la France les a à peu près toutes suivies, sauf à quelques exceptions. Mais en général, on suit. Quand les États-Unis disent quelque chose, on suit. Nous subissons les conséquences de ces erreurs géopolitiques. Je crois que la guerre froide menée à la Russie aujourd'hui est une stupidité. Une stupidité d'abord parce que l'on jette la Russie entre les bras de la Chine. Je ne voudrais pas que demain nous nous en mordions méchamment les doigts. Voyez, et que la Russie doit être un partenaire. C'est une grande puissance. Il s'agit de la traiter comme une grande puissance avec laquelle il faut que nous ayons des relations diplomatiques, géostratégiques, énergétiques, au risque, encore une fois... Mais la Géorgie, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est ce que je vous ai posé comme Ah ben alors, je vais vous répondre de la manière la plus claire qui soit. Je considère que l'affaire ukrainienne est de la responsabilité exclusive de l'Union européenne. Exclusive. L'Union européenne est allée souffler sur les cendres, est allée créer la division dans un pays dont nous savons pertinemment qu'une partie regarde vers l'Est, et elle a parfaitement le droit de le faire, et une partie regarde vers l'Ouest, et elle a parfaitement le droit de le faire. Cet équilibre fragile de l'Ukraine, l'Union européenne est venue faire du chantage, venez faire un partenariat avec moi, mais couper le partenariat avec la Russie. Bon, écoutez, si on avait fait ça au Canada, je ne suis pas sûr que les États-Unis auraient été d'accord. Vous voyez ? Voilà, parce que l'Ukraine est une zone évidemment d'influence de la Russie. On peut s'en plaindre, on peut râler, mais si on était venu faire au Canada la même chose et venir titiller les Américains au Canada en leur proposant des partenariats et de rompre les partenariats avec les États-Unis, je ne suis pas sûr que les États-Unis auraient non plus été d'accord. Je suis d'accord, mais en Géorgie par exemple. Ça va pas revenir un dialogue quand même. On va pas revenir, mais en l'occurrence, si vous voulez, un accord a été fait. Ils se sont mis autour d'une table. Ils ont signé un accord avec Fabius, les Russes, etc. Le lendemain, il y avait un coup d'État. Enfin, il faut être sérieux, à un moment donné. Bon, par conséquent, dans ces conditions-là, la Crimée s'est dit, bon, coup d'État, plus de constitution, bon, on va organiser un référendum et on va en profiter pour tailler la route, ce qu'ils espéraient depuis très longtemps, car j'étais moi-même allé en Crimée quelques années avant, et croyez-moi, voilà, les habitants de Crimée sont russes, quoi, ça, on ne va pas se raconter de coups entre nous, donc le résultat du référendum ne faisait absolument aucune illusion. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où, quoi qu'on en dise, il y a une guerre civile en Ukraine, où des populations civiles sont bombardées aux portes de l'Europe, sont bombardées par un gouvernement légitime, légitimé par les élections. Je note que là, ça ne choque personne. Et que toutes ces belles grandes déclarations qui faisaient qu'il fallait intervenir en Syrie parce que Bachar el-Assad bombardait son peuple, qu'il fallait intervenir en Libye parce que Kadhafi bombardait son peuple. Bon, bah là, il y en a qui bombardent leur peuple et ça a l'air de déranger personne quand même. Donc, c'est quand même l'indignation à géométrie variable. Donc, je crois que l'Union européenne a commis de grandes erreurs là encore et qu'elle est en partie responsable de la situation ukrainienne. Nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, il ne faut pas s'étonner que les Russes le fassent à notre place. Je pense à la Syrie.
On reproche aux Russes de venir lutter aux côtés de Bachar al-Assad contre Daesh. Mais il le fait parce que nous ne le faisons pas. Et probablement, si demain Daesh subit des pertes, eh bien les Russes pourront dire bah, c'est nous qui avons contribué à faire reculer l'État islamique. Nous avons une question là au fond. Oui, voilà, donc là maintenant, je serais super contente si vous pouviez partager. Tu veux bien te présenter? Oui, bah, c'est la même comme avant, Karin Dickinson, le partenaire allemand. J'aimerais bien que vous partagiez vos sources sur deux informations que vous avez répétées les derniers jours et encore une fois ici aujourd'hui. La première, c'est que l'Allemagne a ouvert ses frontières pour des raisons économiques. L'Allemagne? L'Allemagne, oui. Pour des raisons économiques et notamment parce qu'elle a besoin d'une masse salariale à bas salaire. Et parce que selon mes informations, l'Allemagne aurait quand même besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, normalement chez les réfugiés qui sont arrivés. Et la deuxième information que bon, vous on avez... a expliqué que les réfugiés étaient des classes supérieures syriennes, des ingénieurs, non, malheureusement, etc. c'est pas le cas. Et la deuxième, vous avez dit que voilà, les réfugiés qui sont arrivés en Allemagne aimeraient bien venir en France. Par contre, selon mes informations, c'était très compliqué de convaincre au moins 600 de 1000 prévus qui étaient prévus de monter dans le bus pour la France parce qu'ils ne voulaient pas. Donc, comme vous dites le contraire, j'imagine que vous avez des sources. Alors, madame, autre source. Madame, ça n'est pas un fait, c'est une certitude de ma part, c'est une analyse politique que je fais. Que l'Allemagne, est-ce que vous comme avez elle a... des sources? Mais madame, c'est une analyse politique que je fais, je ne suis pas la seule à le faire. D'ailleurs, il me semble que les syndicats allemands, depuis des années, hurlent à la mort parce que précisément le gouvernement allemand veut accélérer l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires. Vous voyez, je suis même d'accord avec les syndicats allemands. C'est pas souvent, en tout cas je ne suis pas souvent d'accord avec les syndicalistes français. Bon. Que l'Allemagne utilise son hinterland pour aller chercher de la main-d'œuvre à bas coût, c'est une certitude, madame. Et que bien souvent, elle traite d'ailleurs ses salariés de manière indigne, je vous l'affirme. Et vous n'avez qu'à aller dans les élevages de cochons, ceux mêmes cochons qui sont d'ailleurs en concurrence avec nos productions agricoles françaises, pour voir que ces travailleurs d'Europe de l'Est qui sont payés, mais bien en dessous des salaires moyens et même du SMIC français, sont logés bien souvent dans des conditions qui sont des conditions que je considère comme scandaleuses. Voilà. Donc que l'Allemagne utilise cette main-d'œuvre à bas coût, ça c'est un fait. Voilà. C'est une évidence, c'est une certitude. Il y a eu là-dessus non seulement des études, mais énormément de reportages. Que l'Allemagne se dise, et c'est l'analyse politique, le volet analyse politique, qu'après tout, si elle peut trouver une main-d'œuvre encore moins chère que la main-d'œuvre d'Europe de l'Est, notamment dans les Syriens dont je crois la moyenne de salaire est de 250 € par mois, ça ne m'étonnerait pas outre mesure, pour une raison simple, c'est que pour obtenir une compétitivité supplémentaire, l'Allemagne a fait le choix de baisser les salaires et a fait le choix de baisser le système de protection sociale. Voilà, et c'est le modèle qu'elle souhaite imposer à l'ensemble de l'Europe, et c'est le modèle que je combats. Donc, je crois là, honnêtement, que les choses, en tout cas, m'apparaissent claires, et je ne suis pas la seule responsable politique à penser que l'Allemagne souhaite faire le tri et conserver les immigrés qui correspondent à ses besoins économiques. Puis le moment venu, eh bien, elle laissera les autres aller où bon leur semble. D'ailleurs, ça ne l'intéressera plus beaucoup. Et le deuxième élément dont vous me parliez, c'était? C'était que c'était très compliqué de convaincre au moins 600 réfugiés de 1000 qui étaient prévus de prendre le bus pour la France parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas venir. Voilà, mais vous dites que voilà, c'est quand même un danger, les réfugiés en Allemagne, c'est quand même un danger pour la France. Oui, madame, bien sûr, quand il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent et que la France accorde aux clandestins une aide aussi importante que ce qu'elle accorde en matière de logement d'urgence,
en matière de subventions quotidiennes, la scolarisation gratuite des enfants, la gratuité totale des soins. Oui, je persiste à penser que la France est une destination qui est une destination attractive. Attractive pour ceux qui, peut-être, ne sont pas attachés à travailler. Alors, mettons que l'Allemagne sera la première destination de ceux qui cherchent un travail, qui espèrent l'obtenir rapidement, et la France, qui a 7 millions de chômeurs, sera la seconde destination, hein, dans l'espèce de grand carnet de voyage que représente l'Union européenne aujourd'hui, pour ceux qui, après tout, auront admis qu'ils ne trouveront pas de travail, mais comment ils pourront continuer à vivre correctement sans travailler. Bon, vas-y. Ah oui, d'accord, Daniel. Bonjour, Daniel Tabaï, presse suédoise. Bonsoir, Madame Le Pen. Bonsoir, monsieur. Vous craignez une immigration massive dans les années à venir. Vous parlez de submersion migratoire dans le continent. Vous savez que la plus grosse migration va être une migration climatique. Qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire? Vous savez qu'il y a une grande conférence internationale sur le climat dans 2 mois. Quelle est votre position là-dessus? Si vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous allez faire au niveau du nucléaire, des énergies renouvelables et tout? On ne vous entend pas beaucoup parler. Non, on ne s'intéresse pas beaucoup à cet aspect de notre programme. Parce qu'en France, vous êtes facilement mis dans une case. Donc quand il y a un problème d'immigration, on vient voir le Front National. Quand il y a un problème d'écologie, on va voir les Verts. Bon, et donc on se trompe, on devrait venir voir le Front National régulièrement, car il a sur ces sujets des positions qu'il exposera d'ailleurs dans le cadre d'un grand colloque que nous organisons précisément en corrélation avec la conférence dont vous parlez. Le premier livre du Front National en 1974 était sur l'écologie. Donc vous voyez que ce n'est pas une préoccupation qui date d'hier dans notre esprit. Et je me permets de vous dire que je pense que le modèle économique mondialiste qui est imposé aujourd'hui est exactement l'inverse dans mon esprit de l'écologie. C'est exactement l'inverse de la protection de la planète. Car que l'on vienne m'expliquer que fabriquer des produits à 20 000 km, les consommer 15 000 bornes plus loin, et les recycler dans les pays qui sont trop pauvres pour dire non, c'est de l'écologie, bien moi je considère que ce modèle économique est un modèle économique destructeur de la nature. Le modèle économique qui veut que le patron qui paye le moins bien ses salariés, les traite le plus comme des esclaves, respecte le moins l'environnement, déverse ses déchets dans la première rivière venue, et ne respecte aucune règle, ni environnementale, ni sanitaire, va gagner le marché, puisque dans le monde que l'on nous construit, c'est celui qui est le moins cher qui gagne, nonobstant toute autre considération. Eh bien, je considère que ce modèle-là est un modèle destructeur de l'écologie. Donc, faire abstraction du modèle économique qui a été imposé par le libre-échange total et par cette concurrence qui est obligatoirement déloyale, puisque, permettez-moi, mais c'est le plus salaud qui gagne, eh bien, je considère que c'est faire fi précisément de toute considération écologique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous nous attachons aux problématiques de la transition énergétique. Nous venons de créer un collectif qui s'appelle le collectif Nouvelle Écologie, qui est dirigé par Philippe Murer, qui a écrit d'ailleurs un livre sur la transition énergétique, mais nous pensons que nous ne pouvons pas le faire n'importe comment, et que notamment la vision utopique qui consiste à dire on va fermer le nucléaire pour le remplacer par des énergies de substitution n'a absolument aucun sens, notamment en matière de préservation de l'atmosphère et de pollution. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe avec l'Allemagne. À chaque fois qu'on a une vague de pollution, c'est à cause de l'Allemagne. Merci beaucoup. Ça, le charbon, c'est très bien. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'avec un coup de vent, je veux dire, c'est nous qui respirons plus, quoi. Bon. Donc, je pense qu'il faut le faire de manière raisonnable. Il faut investir massivement dans la recherche. Moi, je crois beaucoup à des énergies comme l'hydrogène. J'y crois depuis longtemps. J'ai soutenu d'ailleurs les centres de recherche dans la région dans laquelle je suis, dans le Nord-Pas-de-Calais, sur l'hydrogène. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, d'effectuer cette transition
que lorsqu'on aura les moyens d'avoir une énergie qui soit véritablement susceptible de remplacer l'énergie nucléaire. Et dans l'attente, eh bien dans l'attente, il ne faut pas rien faire. Il faut continuer à investir dans le nucléaire. Parce que si ça se trouve, ces énergies de transition, nous les trouverons dans 50, 60 ou dans 100 ans. Et on ne peut pas laisser des centrales vieillir et prendre des risques. Donc nous avons une obligation en matière de sécurité de continuer à investir précisément dans la sécurisation des sites et dans les nouvelles les générations nucléaires qui notamment prévoient le retraitement des déchets nucléaires, car c'est un vrai problème écologique. Donc croyez-moi, nous avons vraiment une vision, nous travaillons sur ces sujets et nous participerons dans la mesure de nos moyens justement à ce débat sur l'écologie. Et vous soutiendrez un accord qui va être contraignant si l'accord est signé? Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout, parce que je ne crois pas à cette écologie punitive. Voilà. D'autant que j'ai vu quand même ce que ça a donné, les droits à polluer. Hein. Donc super, vous êtes riche, vous avez le droit de polluer. Ah ben vous êtes pauvre, vous n'avez pas le droit de polluer. Parce que vous ne pouvez pas acheter des droits à polluer. Non mais écoutez, c'est pas sérieux. Et puis, on voit bien que les États-Unis, la Chine ne se soumettront jamais à des mesures qui sont des mesures punitives. Donc à quoi ça sert de les mettre en place? On est là, on joue les chevaliers blancs et on met en place des punitions, mais il y a qu'un malheur, c'est que nous ne nous les appliquons qu'à nous-mêmes. Et puis le gaz de schiste? Alors, je considère que l'exploration en matière de gaz de schiste doit être continuée, car la fracturation hydraulique est une véritable catastrophe. La fracturation hydraulique est une véritable catastrophe, mais je pense qu'en investissant dans la recherche, on pourra peut-être trouver demain les moyens de fracturation pneumatique ou autre qui pourraient permettre l'utilisation des gaz de schiste sans défoncer les paysages. Je note quand même que les États-Unis ont fait un choix qui est un choix de court terme, et le court-termisme peut-être nous tuera. La Chine, qui est la nation, la civilisation du longtemps, hein, eh bien, probablement sera d'accord avec moi. Le bénéfice immédiat issu de l'utilisation et de l'exploration du gaz de schiste, je pense que les États-Unis le paieront pendant extrêmement longtemps, compte tenu de la manière dont ils ont fait totalement fi des problématiques écologiques. Bonjour, et déjà pour faire la presse israélienne, et la souveraineté nationale, c'est une thématique, un concept, une série de concepts qui revient dans ce que vous dites concrètement par rapport à tel problème, par rapport à la pensée politique de votre mouvement, par rapport au courant que votre mouvement représente en profondeur des temps et d'idéologies. Et vous jurez par la souveraineté nationale pour ce qui est des frontières, pour ce qui est de la devise, l'euro, pour ce qui est du budget, etc. etc. Et on vous entend moins sur votre façon de voir la souveraineté nationale déclinée en matière militaire. Et entre autres par rapport à la potentiel nucléaire, aux capacités nucléaires de la France. Et vous avez dit il y a une demi-heure à peu près que les leaders d'opposition s'excellent dans les bonnes idées qu'ils expriment quand ils sont hors pouvoir. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, eh bien malheureusement ils n'arrivent pas vraiment à mettre en œuvre ce qu'ils ont préconisé justement du moment de leur opposition. Donc si vous arrivez au pouvoir, quelle est votre politique par rapport aux capacités nucléaires françaises? Et qu'est-ce que vous faites du potentiel militaire français? Par exemple, je donnerai l'exemple simple, par exemple, à des scénarios militaires possibles, 1, en Syrie, 2, en Irak, 3, par rapport à une réalité militaire au Mali, 4, en République centrafricaine. Alors, c'est ce qu'on appelle une petite question. Oui, c'est une petite question. On va en faire le tour en 3 secondes, hein, il n'y a pas de problème. Je crois qu'en matière nucléaire, j'ai répondu. Je pense avoir répondu dans la question précédente. Je pense que la France ne peut absolument pas se priver et ne doit absolument pas se priver de cet outil d'indépendance nationale que représente la maîtrise de son énergie. Bon, on sait ce que ça coûte d'être dépendant d'une énergie qui vous est apportée. Je parle du nucléaire militaire.
Oui, mais je parle du nucléaire militaire. Je pense que c'est un problème d'indépendance nationale. La capacité à se défendre, et donc à maîtriser l'outil nucléaire, et l'outil nucléaire militaire, bien sûr. Deuxièmement, vous savez, je pense qu'on a énormément demandé à l'armée française, mais qu'en réalité, on lui propose une équation qui est intenable, c'est-à-dire qu'on l'envoie sur des théâtres de plus en plus divers et variés, mais qu'on ne cesse de baisser son budget. Donc ceux qui nous gouvernent sont-ils logiques? Et donc j'ai réclamé depuis de nombreuses années déjà à ce que le budget de l'armée soit d'ailleurs le pourcentage de budget réservé à l'armée soit intégré dans la Constitution pour que l'armée, parce qu'elle est muette, dit-on en France, ne soit pas systématiquement la variable d'ajustement des politiques d'austérité ou des économies que l'on doit faire. Sur l'intervention au Mali, je l'ai soutenue. Voilà. Je l'ai soutenue, même si j'aimerais maintenant que quand on fait une intervention, on nous dise exactement quel est l'objectif de cette intervention et avec qui nous la menons. Concernant l'intervention en Syrie, j'ai indiqué de la manière la plus claire qui soit que j'étais d'accord pour des frappes en Syrie, mais à la condition sine qua non que ces frappes s'effectuent dans le cadre d'une coalition et avec évidemment une coordination avec le gouvernement syrien, c'est-à-dire avec le gouvernement de Bachar el-Assad. Moi je dis les choses, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, je ne tourne pas autour du pot pour dire ce que je vois. En revanche, je suis tout à fait opposé à ce au développement de troupes en Syrie. Voilà, tout à fait opposé à ce que des troupes françaises interviennent en Syrie. Bonjour, je suis Eva Farok de la télévision autrichienne. Oui. Vous nous avez parlé des raisons de cette arrivée massive de réfugiés, vous nous avez parlé de votre solution pour arrêter ce flux migratoire. Mais moi j'aimerais bien savoir ce que vous dites aux Autrichiens par exemple, parce que vous avez dit aussi que vous comprenez les pays de l'Est qui ne veulent pas de quotas, mais qu'est-ce que vous dites aux Autrichiens aujourd'hui, lundi 21 septembre, avec la situation qu'on a actuellement? Il y a des milliers de réfugiés tous les jours, toutes les nuits. Il y a à peu près, depuis ce week-end, entre 300, 400, 500 demandes d'asile en Autriche. Donc ce n'est pas seulement des gens qu'on amène en Allemagne comme on a pu le faire les dernières semaines et qu'on a pu beaucoup le lire et dire dans les médias. Donc c'est un petit pays, 8 millions d'habitants, et en face de ça, on a la France avec 68 millions d'habitants qui prend ta question, que... Donc la question, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à un petit pays comme ça en Europe qui est confronté au jour le jour à cette question? Je dis aux Autrichiens, votez Strache. Voilà ce que je leur dis. Ça sera fermer les frontières? Oui, mais aujourd'hui, vous faites quoi avec des gens qui arrivent à la frontière, qui ont froid, qui ont faim, et qui sont là, et qui sont des milliers toutes les nuits? Oui, madame, on les réchauffe, on les nourrit et on les ramène chez eux. En Hongrie, en l'occurrence. Pour l'instant, En Hongrie, c'est chez eux? Non, mais je veux dire, en l'occurrence, on les ramène en Hongrie. Oui, mais c'est là où, honnêtement, il va falloir que, de toute façon, cette décision puisse se prendre en accord avec d'autres pays. Mais si les autres pays ne veulent pas mettre en œuvre cette politique, eh bien, il faudra la mettre en œuvre ensemble avec ceux qui veulent la mettre en œuvre. Voilà. Et nous ramènerons ces immigrés dans leur pays d'accueil, et dans leur pays, enfin dans leur pays d'origine, et dans leur pays d'origine, en tout cas celui dont ils sont partis. Eh bien, nous participerons par le fait d'abonder l'aide humanitaire au travers des institutions internationales que nous connaissons, à mettre en sécurité ceux qui le souhaitent. Voilà. Il n'y a aucune autre solution que celle-là. Merci Marine Le Pen. Et les accueillir ici, ce n'est pas une organisation incroyable.